Alors, merci à tous d'être venus après cette petite pause. On a choisi de mettre à l'ordre du jour dans les thèmes à aborder l'hépatite E. Est-ce que c'est une maladie aiguë ou une maladie chronique? Je vais me faire le porte-parole de ce qu'on a pu entendre à SOS Hépatite. Et puis, on va demander à Jean-Marie Perron, qui est un expert incontournable de la question de l'hépatite E en France pour nous, de nous faire un petit topo et de répondre du coup à nos questions. Alors, l'hépatite E, c'est la dernière née de la famille des hépatites. Elle n'existait pas quand nous, on est nés il y a 25 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et c'est assez drôle, on deviendrait vite parano sur l'hépatite E parce qu'on nous a dit, quand on l'a découverte, ne vous inquiétez pas, elle est qu'en Afrique, il n'y en a absolument pas. Puis, on a eu des cas importés. On a eu des gens qui revenaient d'Afrique et qui arrivaient avec l'hépatite E. Donc, on a eu quelques cas signalés, dont les premiers partout vers Toulouse. Et puis, tout le monde en a trouvé un peu partout en France. Ce n'est pas une maladie grave. Puis, on nous a dit que c'était toujours aigu et rarement mortel. Puis, maintenant, on nous dit qu'il y a peut-être des formes graves qui peuvent tuer. Puis, il y a peut-être aussi des formes chroniques. Donc, on est un peu perdu. Puis à un moment, on nous a dit, en fait, c'est peut-être le cochon sanglier qui pourrait être le réservoir d'hépatite E. Il aurait toujours été là et vous ne le saviez même pas. Donc, on a eu peur à SOS Hépatite. Et puis, on nous a dit, en fait, vous ne vous rendez pas compte que c'est peut-être l'hépatite la plus fréquente sur la planète. Alors, on nous a dit que ça n'existait pas. Donc, on se fait peur en 25 ans de découvrir des choses. Donc, où est la vérité? Qu'est-ce que fait SOS Hépatite? La diapo suivante. On nous dit que la transmission est orale, mais il y aurait peut-être des contaminations transfusionnelles, donc là aussi, on doute. Il y a des contaminations, y aurait-il des contaminations sexuelles possibles? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des contaminations par l'usage de drogue? Parce qu'une fois qu'on a entendu tout ça, on s'est posé des questions. Et puis, est-ce qu'il faut en avoir peur? Diapo suivante. On nous dit qu'il y a un vaccin qui s'est mis en place en Chine, mais pourquoi il n'est pas accessible pour nous? Ça, c'est une vraie question. Les cirrhotiques, les patients fragiles, les patients VIH sont plus à risque. Comment les protéger? Ce ne serait pas un virus alien, des fois. Alors là, on va retrouver le mot complotiste inventé par le gouvernement pour faire peur à tous les malades guéris de leur hépatite C, pour leur faire payer leur guérison. Voilà, là, on est en plein dans la terreur. Donc, voilà, diapo suivante. Et on passe la parole à M. Perron pour nous dire, voilà, est-ce qu'il faut en avoir peur ou pas, est-ce que c'est une maladie chronique ou pas. Le traitement de base, c'était la ribavirine. Depuis 48 heures, on nous dit que la ribavirine, on n'y a plus accès en France. C'est compliqué. Il n'y avait plus que la forme sirop, mais on a épuisé les stocks. Donc voilà, ça pourrait être un beau sujet de revendication pour SOS Hépatite de monter au créneau, de demander que la ribavirine soit maintenue. Voilà ce que j'ai pu récupérer de droite et de gauche. La parole est à toi, Jean-Marie, pour nous ramener dans de la science et dans des vérités. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Alors, c'est très intéressant cette introduction parce qu'on va pouvoir discuter, on a bien fait de faire comme ça, on va pouvoir discuter de tous les points que tu as évoqués et puis il y a des réponses. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Ok, donc moi je suis pathologue au CHU de Toulouse et c'est vrai qu'à Toulouse, on s'intéresse à l'hépatite E depuis longtemps, depuis qu'on a fait les premiers diagnostics en France. Et on va revoir un petit peu où on en est en 2021 sur l'hépatite E. Donc l'épidémiologie, c'est important. Et en effet, l'hépatite E, c'est la première cause d'hépatite dans le monde. C'est la première cause d'hépatite en Europe et c'est la première cause d'hépatite en France. Donc c'est vraiment une maladie omniprésente et très fréquente. Donc dans le monde, c'est 20 millions de cas par an pour 3,3 millions de formes symptomatiques et 44 000 morts en gros par an. Donc ça, c'est les chiffres de 2015. En Europe, c'est 2 millions de cas par an. Et pour la France, qui nous intéresse peut-être un peu plus, c'est 2600 cas en 2019. Donc là, je vous ai donné les derniers chiffres de… Jean-Marie, le partage d'écran ne fonctionne pas là. Ah, on est sur la première diapo et ça avance pas. Ah mince. Alors attendez. Là, vous voyez la deuxième diapo ou pas? Non, on a ta flèche qui bouge. C'est en diaporama. Il faut que tu mettes peut-être en mode diaporama. Alors, je suis en mode diaporama. Écoutez, si vous voulez les passer vous, peut-être, alors, dans ce cas-là? Oui, on va essayer ça. Oui. Parce que, visiblement, en effet, ça arrive de temps en temps. Attendez, et si je fais comme ça?
Non. Sur Là, c'est mieux là ou pas? Bon, ok. Je vous laisse la main alors. C'est un décalage. Alors, le temps qu'on se recale. Ouais, désolé. Pas de souci, pas de souci. On parlait des problèmes techniques tout à l'heure. Voilà, c'est l'exercice distanciel. Il va falloir qu'on apprenne. À mon avis, on va continuer. Quand le réseau ne veut pas, pas de solution. Ok, super. Donc là, on est bien. Voilà, là, on est bien. Donc, Voilà. Donc, juste, j'en étais à dire, si on regarde le bas de la diapo, vous voyez que les cas en France, c'est 2600 cas en 2019. Donc, ça, c'est les derniers chiffres. C'est à peu près stable depuis 2 ans. Et puis, jusqu'à présent, sur les 10 dernières années, il y avait une augmentation très importante des cas qui est liée à une meilleure connaissance de la maladie. Alors, ce qui est important par rapport à ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est vous voyez que maintenant, en France, c'est 97% de cas autochtones. C'est-à-dire que pratiquement tous les cas que vous allez diagnostiquer en France, ils sont autochtones et ce ne sont plus des cas d'importation. Donc, diapo suivante. Donc, vous voyez ici la grande famille des virus de l'hépatite E. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez deux genres, les pisciépévirus en haut qui ne touchent que les poissons et dont on se fiche complètement, et ensuite les orthoépévirus. Et dans les orthoépévirus, vous avez 4 espèces, et c'est l'espèce A qui est la plus fréquente. Et au sein de l'espèce A, vous avez les génotypes 3 et 4 qu'on retrouve en France. Donc, nous, nos génotypes, ils sont au sein de l'espèce A. Et vous voyez en haut l'espèce C, où il y a une petite souris, un petit bonhomme. Et on a des cas depuis quelques années de transmission probablement des rats vers l'homme de cette nouvelle espèce. Donc, en gros, plusieurs possibilités de transmission zoonotique. Donc, diapo suivante. Donc, sur cette carte, vous voyez que la distribution des génotypes, donc les principaux génotypes, donc c'est 1 et 2 en Asie et en Afrique. Et nous, on a les génotypes 3 essentiellement en France, très peu de génotype 4. Et vous voyez également les séroprévalences qui sont assez variables dans le monde, mais globalement, on peut retenir qu'il y a de l'hépatite E partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'il y a des zones, par exemple les États-Unis, il y a un peu moins de cas d'hépatite E. Alors, nous, ce qui va nous intéresser encore plus, c'est la France. Donc, diapositive suivante. Et alors, ça, c'est une diapositive qui est connue. C'était une étude qui avait été faite par les centres de transfusion. Donc, c'est la séroprévalence chez des donneurs de sang. Et vous voyez qu'en France, elle est de 22%. Donc, vous avez 22% des donneurs de sang qui sont donc en pleine santé, qui ont des IgG contre le virus de l'hépatite E. Donc, ils ont été en contact et infectés par le virus de l'hépatite E. Donc, ça veut dire que c'est un virus qui est extrêmement fréquent en France. Alors, deuxième chose intéressante, c'est qu'il y a quand même une disparité en France de cette séroprévalence et donc de la propagation du virus de l'hépatite E. Et on voit que dans le sud-ouest et dans le sud-est, et ainsi qu'une petite zone dans le nord-est, ce sont les zones où il y a le plus de virus de l'hépatite E. Et le record, c'est en Ariège, où vous voyez que vous avez plus de 80% des donneurs de sang en Ariège qui sont porteurs des IgG contre le VHE, donc une propagation du virus qui est très importante dans le sud-ouest. Donc c'est pour ça qu'on a globalement une sorte de gradient nord-sud pour l'hépatite E. Donc diapositive suivante. Alors là, c'est un tableau important qui permet de discuter des différentes formes en fonction des génotypes. Et donc, si on sépare les génotypes 1 et 2 des génotypes 3 et 4, on voit qu'il y a des différences, en particulier en termes d'épidémiologie. Donc, nous, on va s'intéresser aux génotypes 3 et 4, donc à droite de la diapositive. Et vous voyez que là, c'est les formes zoonotiques. Il y a également un risque de transmission par la transfusion, dont je vous parlerai. Et puis, globalement, c'est la consommation de porc qui est vraiment le facteur de risque numéro 1. Le taux d'attaque, il est un petit peu moins important qu'avec les génotypes 1 et 2, qui, eux, sont transmis plutôt par l'eau de boisson dans les pays en voie de développement. Donc, chez nous, on a plutôt une atteinte des hommes de plus de 50 ans et il y a des formes chroniques. Donc, la réponse à une des questions
posée par Pascal, c'est est-ce qu'il y a des formes chroniques? Donc oui, mais uniquement chez les patients immunodéprimés. Ensuite, c'est important de noter que comme pour le Covid, on peut faire plusieurs infections d'hépatite E, mais avec un délai qui est souvent de plusieurs années entre les deux infections. Et puis, il y a une petite particularité sur des formes neurologiques qui rendent cette maladie assez grave. Il y a des risques de formes neurologiques avec des séquelles possibles, quels que soient les génotypes. Donc, diapositive suivante. Donc, vous avez en effet la meilleure façon de se contaminer en France, si vous voulez tester, c'est de manger des figatelles. Donc là, il y a plusieurs études et globalement, on est à peu près à 50%, donc une figatelle sur deux. C'est pareil pour les saucisses de foie de Toulouse. Vous avez une saucisse de foie séchée sur deux qui contient du virus. Donc là, je pense que c'est quand même assez risqué de manger ce genre d'aliments, sauf si vous les faites chauffer, parce que le virus, il est sensible à la chaleur. Le virus n'est pas détruit par la congélation. Donc, diapositive suivante. Donc, le risque de transfusion, donc ça pour SOS hépatite, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez, les risques transfusionnels. Et donc, on voit que, comme toute hépatite finalement, y compris l'hépatite A, hein, si le patient est asymptomatique lorsqu'il donne son sang, il a du virus dans le sang, il va transmettre le virus. Et comme le virus de l'hépatite E, il est quand même très présent sur le territoire, vous voyez cette publication sur le haut de la diapositive. France, c'est un donneur sur 800 qui a du virus. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la séroprévalence. Donc, ça, c'est les anticorps. Là, c'est carrément le virus présent dans le don de sang. Donc, 1 sur 800, ce n'est pas négligeable. Et lorsqu'on transmet le flacon de sang à un patient, il y a un risque de faire une hépatite E qui est de l'ordre de 50%. Donc, il y a incontestablement un risque transfusionnel et qui est variable en Europe, mais qui existe, vous voyez, dans tous les pays d'Europe. Le risque, il est variable, avec surtout Pays-Bas et France pour le risque le plus important. Aux US, je vous l'ai dit, il y a moins de virus de l'hépatite E. Donc, diapositive suivante. Voici la clinique en France d'un patient qui va faire une hépatite E. Donc, c'est des patients d'une cinquantaine d'années avec à peu près 1 mois d'incubation. Donc, ça se rapproche de l'hépatite A pour l'incubation. Une phase prodromique de 3 à 7 jours avec des douleurs articulaires, donc rien d'extraordinaire. Mais les patients prennent parfois du paracétamol pendant cette phase prodromique, ça peut aggraver l'hépatite. Et puis ensuite, vous avez un ictère possible qui peut durer entre 1 et 3 semaines. Et là, il y a 2 cas de figure. Soit le patient guérit, il n'y a jamais de forme chronique chez le patient immunocompétent, soit il va faire une forme grave et il peut décéder de son hépatite E. Donc, le message, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'hépatite E, donc il y a un maximum de formes asymptomatiques. Vous voyez en haut de la diapositive, on est à moins de 5% de formes asymptomatiques, très largement. Mais quand vous avez un patient qui a une forme symptomatique, lui, il est à risque de faire une forme potentiellement grave, avec une mortalité qui se situe entre 0,5 et 4%. Donc, parmi les virus des hépatites, au cours d'une hépatite aiguë, c'est le virus qui donne le plus souvent de formes graves et de formes mortelles. Donc, c'est quand même embêtant. Et il y a 2 populations à risque particulières, c'est la personne âgée de plus de 70 ans et le patient cirrhotique. Donc, nos patients qui ont des cirrhoses post-hépatitique C guéries, qui ont des cirrhoses post-hépatitique B, eux, ils sont à risque de faire une forme grave. Et puis, il y a également des signes neurologiques, mais ce n'est pas le sujet du topo d'aujourd'hui. Donc, diapositive suivante. Donc, voilà, sur une série prospective. Donc, si j'aime bien cette série, elle a été faite par le CNR à Toulouse parce qu'elle a pris tous les patients en prospective. Donc, ça permet vraiment de voir ce qui se passe. Donc, c'est 137 patients avec des formes cliniques. Donc, vous voyez que l'âge moyen, il est de 53 ans. Donc, c'est vraiment la seule hépatite qui touche vraiment cette cible de l'homme de plus de 50 ans. L'hépatite B, c'est plus jeune. L'hépatite A, c'est également plus jeune. L'hépatite C, c'est les contextes particuliers que vous connaissez aussi bien que moi. Donc, 74% d'hospitalisation, ce qui témoigne de la gravité, 85% d'asthénie, 43% d'ictère, ce qui n'est pas négligeable, et puis 16% d'atteinte neurologique, avec en chef de file le syndrome de Parsonage-Turner, qui est une maladie neurologique qui peut donner des séquelles et qui peut être induite par l'hépatite E. Donc, diapositive suivante. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Vous allez avoir une phase prodromique d'1 mois. Puis, quand vous avez la cytolyse et donc les symptômes, vous avez les anticorps et vous avez le virus dans le sang et dans les selles.
Et si vous le cherchez, vous avez aussi dans le virus dans le foie, bien entendu. Donc, si vous voulez faire un diagnostic d'hépatite E, vous faites la sérologie avec la demande d'IgM. Et si vous avez une sérologie positive et que le patient est immunocompétent, c'est bon, vous avez votre diagnostic. C'est conseillé, si vous pouvez, d'associer à la PCR et qui vous donnera également une positivité. Mais si vous n'avez pas de PCR, ce n'est pas grave, faites la sérologie, c'est déjà pas mal. Et vous voyez sur cette figure que les anticorps, les IgG, ils vont commencer à baisser et au bout d'une dizaine d'années, ils vont disparaître et c'est à ce moment-là que vous pouvez faire une deuxième hépatite E. Donc, diapositive suivante. Donc, voici un petit tableau juste pour rappeler les formes graves chez le patient cirrhotique. Donc, ça, c'est un papier que nous avions publié il y a quelques années, mais qui est toujours finalement intéressant. On a comparé les formes graves, donc des patients qui avaient une encéphalopathie aux patients qui n'avaient pas des formes graves, donc pas d'encéphalopathie. Et vous voyez sur le tableau la différence en termes entre les deux. Les patients qui ont des formes graves, c'est des patients plus âgés, qui ont souvent une activité, une consommation d'alcool active, et surtout une cirrhose. Donc ça, c'est le facteur de gravité le plus important, c'est la présence d'une cirrhose. Et vous voyez qu'une mortalité dans le groupe avec les formes graves qui atteint les 71%. Donc le message de ce papier, c'est de dire attention, si vous avez des personnes âgées de plus de 70 ans ou qui ont une cirrhose ou les deux, ils sont à risque de faire une forme très grave et de mourir. Donc diapositive suivante. Pour montrer simplement que ça a été confirmé par d'autres études plus récentes, et en particulier sur d'autres populations. Nous, on avait beaucoup d'alcooliques. Là, c'est une population de cirrhotiques post-hépatite B. Vous voyez sur la figure B, celle qui est à gauche, le risque de mortalité chez un patient qui fait une séroconversion d'hépatite E, donc on va dire une hépatite E. S'il a une cirrhose, c'est la courbe du dessus, le risque de mortalité est beaucoup plus importante que s'il n'a pas de cirrhose. Et puis la courbe d'à côté, la figure A, c'est une façon différente à l'envers de voir les choses. Vous prenez tous les patients avec des cirrhoses et vous regardez ceux qui ont été en contact avec le virus de l'hépatite E et ceux qui n'ont pas été en contact. Et vous voyez que ceux au-dessus qui sont en contact ont une mortalité plus importante. Donc le message, attention, un cirrhotique qui fait une hépatite E va faire une forme grave. Donc diapositive suivante. Donc l'hépatite E chronique a été décrite chez des patients essentiellement transplantés, mais aussi des patients infectés par le VIH, mais uniquement lorsqu'il y a une forte immunodépression, ce qu'on voit de moins en moins en France, et puis des patients avec des hémopathies malignes. Ils ont tous en commun le fait qu'il y a peu de symptômes, contrairement aux formes classiques, et les transaminases peu élevées, et une sérologie qui est souvent pas fiable. Donc là, dans les patients immunodéprimés, il faut faire la PCR. Et il y a des formes chroniques, chez les transplantés, c'est 60% des cas. Donc là, vraiment, il y a des formes chroniques d'hépatite E qu'on peut voir. Et diapositive suivante. Les patients, non seulement ils vont faire un portage chronique, mais surtout ils vont faire des cirrhoses. Donc, c'est des cirrhoses post-hépatitiques E chez des patients transplantés. Ça a été très bien décrit par toutes les équipes qui s'occupent de ce problème. Et donc, ce n'est pas simplement un portage chronique sans conséquence. Donc, risque de cirrhose post-hépatitique E uniquement chez les patients immunodéprimés. Donc, diapositive suivante. Donc, il y a un traitement. Et donc, le traitement qui marche très, très bien, c'est un traitement que tout le monde connaît, c'est la ribavirine en monothérapie. Donc, vous voyez cette belle étude, beau New England, par toutes nos équipes de transplantation françaises, diapositive suivante, qui montre que lorsque vous donnez de la ribavirine pendant 3 mois, vous allez guérir 80% des patients. Et ensuite, si vous donnez 6 mois pour les patients qui restent, vous allez obtenir une guérison de 90%. Donc, la grande majorité des patients vont guérir sous ribavirine. Le problème actuel, c'est qu'on va avoir un problème d'approvisionnement de la ribavirine. Et l'AFEF s'est mis sur le coup, différentes sociétés savantes et puis les personnes qui s'intéressent à l'hépatite E. Et en fait, on a réussi à obtenir une importation de ribavirine qui va venir d'Angleterre. Et probablement que dans le futur, alors vous avez encore la possibilité parfois de l'obtenir en officine, mais probablement que dans le futur, ça sera une rétrocession à l'hôpital. Donc, diapositive suivante. Si la ribavirine en monothérapie ne marche pas, vous pouvez tester l'interféron pégylé. Donc là, on revient au traitement historique de l'hépatite. Et là, vous pouvez avoir des bons résultats avec un risque chez les patients transplantés de rejet aigu. Donc, ce n'est pas du tout anodin de mettre l'interféron chez un patient qui est transplanté.
Donc, c'est bien sûr les centres experts qui font ce genre de traitement et qui, uniquement lorsque tout le reste ne marche pas. Diapositive suivante. Donc, petite diapositive qui finalement reprend aussi une des questions de Pascal, c'est est-ce qu'on peut avoir une transmission sexuelle de l'hépatite E? Donc ça, c'est très intéressant parce que la réponse, c'est probablement que oui, jamais démontré, mais on sait maintenant, et ça c'est le sujet chaud de l'année 2021 pour ceux qui s'intéressent à l'hépatite E, c'est qu'il y a une réplication du virus de l'hépatite E dans le système reproductif masculin. Et il y a une persistance, si on prend les patients qui ont des hépatites chroniques et qui sont traités par ribavirine, c'est la figure A, vous avez une persistance prolongée de l'hépatite E dans l'éjaculat masculin. Donc, sur la figure, vous voyez, dans le sang, ça diminue en priorité, puis dans les urines, et là, on n'a pas dans la figure, mais on sait que les selles, c'est aussi un peu plus tardif que dans les urines. Et puis, dans l'éjaculat masculin, c'est beaucoup plus tardif. Donc, incontestablement, pour moi, il y a un risque de transmission sexuelle. Pour l'instant, on n'a pas encore mis en évidence. Donc, diapositive suivante. Et je finirai par une diapo sur la prévention. Il y a bien sûr des possibilités de prévention. Donc, pour les hépatites de génotype 1 et 2, c'est l'assainissement du réseau d'eau potable. Donc, c'est comme pour le VHA. Donc là, c'est un problème de prise en charge de toutes ces de l'eau potable. Pour les 3 et 4, donc ceux qu'on a chez nous, c'est de cuire la viande de porc. C'est une façon très efficace pour détruire le VHE, ou alors de ne pas manger la viande de porc. Tous ceux qui ne mangent pas de la viande de porc, ils sont très peu à risque de faire une hépatite E. Et puis, il y a un vaccin. Donc, en effet, question posée par Pascal, que fait-on? Où en est-on? Donc, c'est les Chinois qui ont développé un vaccin. Donc, contrairement au Covid, ils ne sont pas responsables de la pandémie au VHE. Et ils ont par contre un vaccin. Alors, malheureusement, on a essayé de faire des études et de l'utiliser. On n'a pas encore les autorisations, on n'a pas encore la possibilité. Mais c'est un vaccin qui marche bien, qui a été essentiellement développé contre le virus, le génotype 4, qui est le plus fréquent en Chine, mais qui marche très probablement sur les autres génotypes. Donc, ce vaccin pourrait être très intéressant pour nos patients cirrhotiques, par exemple. Diapositive suivante. Voilà, donc c'est ma diapositive de conclusion. Sur les risques de transmission, je dirais que le porc en France, la transmission par transfusion possible en France, et puis cette histoire de transmission par le rat, donc peut-être des déjections de rats chez des patients qui vivent dans des conditions sociales difficiles, et on en connaît maintenant qu'on va de plus en plus chercher les patients avec des hépatites C. Donc ça, c'est possible transmission, avec des cas décrits, incontestablement décrits, donc c'est possible. Donc tous les cas décrits proviennent de Hong Kong. Il n'y a pas de raison, on doit pouvoir, ça doit exister en France. Le risque de forme grave chez les patients cirrhotiques, oui. Les manifestations neurologiques, j'en ai pas trop parlé, mais c'est assez fréquent. Le fait que le VHE existe dans l'éjaculat des patients immunodéprimés, donc attention. Et le traitement des formes chroniques qui repose essentiellement sur la ribavirine, avec quand même la possibilité, une petite crainte sur la rupture de stock, mais là, on est rassuré. Et donc, je vous laisse ma dernière diapositive pour les questions si vous voulez, juste si vous voulez noter. Il y a mon mail. Je suis assez accessible pour répondre aux questions aussi par mail si vous avez des patients qui ont des hépatites E compliquées ou par téléphone. Voilà, je vous remercie. Moi, j'avais une question très pratico-pratique avant de donner une question à la salle. Dans mon exercice médical, j'ai eu la mauvaise idée d'avoir une micro-épidémie chez des gens qui avaient mangé du sanglier dans la Meuse là-haut. Et je me suis fait retoquer par l'ARS quand j'ai voulu signaler 5 cas dans une famille qui me disaient qu'ils avaient d'autres choses à faire, en particulier c'était il y a un an avec le Covid. Quelle stratégie aujourd'hui on a dans le signalement des cas graves comme ça qui nécessitent des hospitalisations? Est-ce que toi tu préconises qu'on fasse une surveillance un peu épidémique ou est-ce que pour aujourd'hui, voilà, c'est Si, moi je pense que. Alors, ça, c'est très intéressant. En fait, ce qui se passe avec l'hépatite E, il y a très peu de micro-épidémies, contrairement à l'hépatite A. Mais par contre, il y a en effet des cas de patients qui ont mangé les mêmes aliments
Donc, on a eu, nous, avec la figatelle, on a eu 2 personnes de la même famille. Et puis, c'est intéressant ce que tu décris. Moi, je pense que le mieux, c'est, si on a des cas comme ça multiples, c'est de transmettre les données plutôt au CNR, donc à Toulouse, et puis moi, ou alors à moi, et moi, je ferai passer. Et puis, on fait des petites. Ils peuvent eux-mêmes lancer une enquête. Alors, c'est vrai que par rapport au Covid, l'hépatite E, là, en ce moment, bon, c'est un peu passé en deuxième ligne, ou même énième ligne. Il y a des questions dans la salle? Oui, Éric Saillard de Tentative. Tu as la carte de France là, sur les donneurs de sang. Tu as des chiffres pour l'outre-mer déjà? Oui, bah, il y a l'étude, il y a une thèse qui a été faite dans ton service qui montrait qu'il y avait très peu de cas chez les patients transplantés en Guadeloupe. Et sur la population générale, dans la séroprévalence, elle semble très faible également. Donc, outre-mer, beaucoup moins de cas qu'en métropole. En fait, les gens mangent le porc pré-cuit. Oui, je pense que. La viande en général pré-cuite, donc il y a peu de risques par rapport à ça. Oui, oui, je pense qu'il doit y avoir des habitudes alimentaires un peu différentes. Oui, il y a beaucoup moins de. J'ai une autre question, je ne suis pas sûr que tu puisses répondre. Ouais. Tu réponds à toutes les questions, mais celle-là, je ne sais pas. Ouais. J'ai un copain qui a fait un personnage Turner au cours de l'hépatite E, qui a été vacciné pour, je ne sais plus, je crois que c'est la grippe, qui a fait une réactivation à l'occasion de cette vaccination. Et est-ce qu'il peut être vacciné contre la Covid? Bonne question. Est-ce que tu veux Et dis-moi, ton copain, il habite en Guadeloupe ou Non, c'est un médecin hospitalier à La Roche-sur-Yon. Ouais, non, c'est une bonne question. Alors là, franchement, je ne peux pas dire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, que ce soit la vaccination, quelles que soient les vaccinations, ça peut être un facteur déclenchant d'un personnage Turner parce que c'est souvent quand même plutôt immunomédié. On pense pour l'hépatite E, il y a probablement une part d'agression directe neurologique par le virus parce qu'il y a une réplication dans la cellule neurologique, dans les neurones. Donc, il y a différents modes d'action. Et puis, il y a un petit côté immuno. Et donc je ne sais pas. Je n'ai pas de question, je n'ai pas de réponse pour la vaccination chez ce genre de patients. Ce que je peux dire, c'est que le Parsonage Turner, ce n'est pas une rigolade. C'est une maladie qui est très douloureuse et qui peut laisser des séquelles en termes d'atrophie musculaire. Et c'est vrai que c'est embêtant. Et si tu avais la réponse, ça serait quel vaccin? Non, je sais pas. Ce que je peux dire, c'est que je suis un farouche défenseur du vaccin et de la 3e dose, mais pour le vaccin, je dirais plutôt Pfizer, probablement. C'est celui qu'on donne en 3e dose. Et là, tu me lances dans un sujet où je ne suis pas du tout compétent. Que je savais, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Alors, on a une question au distanciel. J'ai une question très simple. Si on a mangé de la viande qui était contaminée, est-ce que c'est 100% sûr qu'on va avoir l'hépatite E et la possibilité que le corps va éliminer le virus et donc on ne va pas tomber malade? Oui. Si on mange, on va dire, on fait une expérimentation et on mange de la figatelle. Et ben dans ce cas-là, si on a une figatelle qui contient du VHE, d'abord, ça dépend de la quantité mangée. Il y a c'est souvent comme ça avec les virus. La quantité de virus ingéré va jouer un petit peu sur le fait de faire une forme clinique ou pas clinique ou même pas du tout. Et ensuite, même si on fait donc une infection par le VHE, vous avez vu dans ma diapositive qu'il y a quand même plus de 95% de chances qu'on fasse une forme asymptomatique. Donc, il y a tout à fait beaucoup de chances, beaucoup de risques qu'on fasse une forme asymptomatique. Moi, par exemple, j'ai les anticorps, j'ai les IgG. Je n'ai jamais fait d'hépatite de ma vie. C'est comme ça. Et puis, je ne mange pas particulièrement de figatelle, je ne mange pas de corps. Mais... Donc, voilà, c'est étonnant ce virus parce que la plupart du temps, c'est rien du tout. Et de temps en temps, ça tombe sur quelqu'un et là, il va y avoir une forme. Donc, c'est une histoire immunologique. Il va faire une forme plus grave. Parce que l'atteinte hépatique, elle est liée à la réponse immune, bien sûr. C'est en ça, moi je trouve que tout ce que tu nous as dit là est passionnant parce que ça remet les pendules à l'heure sur tout ce qu'on a entendu. J'entends dans ce que tu dis, par exemple, j'imagine déjà, on réfléchit en équipe sur une brochure spécifique à donner aux cirrhotiques sur la prévention chez le cirrhotique avec tous les vaccins.
Mais je pense que, par exemple, ajouter pour un sérotique de si vous mangez du porc, de bien le cuire, je pense que Ah oui, très important. ça fait partie des choses qu'on pourra retenir et mettre. Oui. Et puis, je voulais te poser une question sur une communauté un peu particulière, c'est les chasseurs. Moi, je suis surpris quand j'entends des chasseurs dans le nord-est de la France. Déjà, j'ai eu un cas d'hépatite E aiguë chez quelqu'un qui dit maintenant, qui répond partout, que quand on dépèce les animaux, il faut absolument mettre des gants parce que lui, il a fait une hépatite E, il ne consomme pas, mais on l'avait appelé pour dépecer et tu vois bien, voilà, les petites lésions de la peau. Ah, il s'est contaminé comme ça, probablement. Oui, oui, c'est sûr. Et les chasseurs disent entre eux, il faut absolument congeler la viande pour ne pas attraper l'hépatite E. Ah non, 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 non. Ça, tu le valides ou pas? Oui, oui, non, non, la congélation, nous, le laboratoire de Viro, il garde les virus en congélation pour les garder. Donc, non, non, ça ne détruit pas la viande. Ce qu'il faut, c'est cuire la viande. Et c'est vrai que quand on dépaisse, nous, on a eu un cas comme ça, exactement comme ça. Il y a des sortes de fêtes où ils dépècent. Et puis, je me demande s'ils ne mangent pas le foie. Il n'y a pas enfin, je ne connais pas trop le milieu de la chasse, mais je crois qu'il faut. Je me demande s'ils ne cuisent pas le foie. Donc, en tout cas, à partir du moment où ils sont en contact avec le sang et ou le foie, il vaut mieux mettre des gants. Okay. Mais ça, je pense que c'est important qu'on s'approprie ces réponses-là à SOS parce que. C'est une très, très bonne idée. Ouais. Le coup de, vous l'entendrez, enfin, nous dans l'Est, on l'entend, voilà, on vous donne un morceau de gibier, mais ne vous inquiétez pas, ne mangez pas tout de suite, laissez-le au congélateur et puis après, vous récupérez, les virus sont morts. Moi, j'ai été d'entendre ça. Je pense que ça marche pour certains parasites, mais le virus hépatite E, non. Ok. Des questions dans la salle? Oui. Oui. Le dépistage de l'hépatite E. Le micro. Merci. Donc, si j'ai bien compris, le dépistage de l'hépatite E est fait systématiquement au moment d'un don de sang? Non. Ah non, non. Ah non. Mais donc, c'était des tests qui avaient été faits sur ce que vous avez montré là. C'est une étude. Et en fait, ce qu'on teste, nous, en France, c'est le plasma frais congelé. Mais les flacons de transfusion ne sont pas testés parce qu'on considère, enfin, quand je dis on, ce n'est pas moi, hein, mais que le risque est trop faible pour vraiment faire un dépistage systématique. Mais je pense qu'il y a des chances qu'on y vienne. Ça sera le prochain scandale du sang? Non, parce que, enfin, j'espère que non. Non, je ne pense pas. Non, non, parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de formes asymptomatiques, l'étude anglaise avait montré que c'est une personne sur deux, c'est 1 sur 800, donc c'est quand même très rare. Enfin, je pense que la question mérite d'être posée. On a des experts compétents pour discuter de ça, de voir si il y a un rapport coût-bénéfice, coût-risque. Les cas de publiés de diagnostic d'hépatite E post-transfusionnelle, c'est assez rare quand même. Alors, je pense qu'il y a une population qui est très à risque, c'est les patients qui sont multitransfusés, soit parce qu'ils ont des maladies hémato qui nécessitent une multitransfusion, parfois les greffés hépatiques. Donc, cela, c'est vrai qu'il y a un risque un peu plus important. Il y a un papier qui est sorti sur les gens atteints de maladies de radiosphère, qui sont des gens qui ont des malformations des vaisseaux et qui saignent tout le temps et qui sont à 3-4 poches de sang tous les 15 jours à peu près. Et du coup, voilà, ils se ramassent, quand on regarde au bout d'un an la quantité de poches de sang qu'ils ont prises, c'est des gens qui sont surexposés. Et effectivement, il y a un papier qui a été fait dans l'Est de la France où on montrait qu'il y avait quelques cas d'hépatite, il y avait une prévalence d'hépatite E en sérologie plus importante chez ces patients-là. Oui, parce que là, ça demanderait de chercher directement le virus. Donc, c'est très lourd. Enfin, c'est plus lourd, quoi, si on le fait pour chaque. Donc, moi, je n'ai pas d'idée personnelle. Hein. Et puis, quand on avait interrogé, mais c'est un super, je regarde encore Céline qui se cache, bien sûr, c'est un super projet de saisine des SOS hépatiques pour les gens de la transfusion, en leur disant qu'est-ce qu'on fait pour l'hépatite E. Ceci dit, la réponse des experts qu'on connaît déjà, c'est les poches sont maintenant filtrées avec des stratégies de lutter contre les cas rebelles possibles sur le VIH et l'hépatite C. Donc, les pratiques de sécurité, a priori, qui sont appliquées, doivent nous amener à des sécurités pour l'hépatite E. Mais c'est intéressant de poser la question et de voir ce qu'ils vont nous répondre, ne serait-ce que pour avoir historiquement une question et une réponse. Donc, on va faire ça.
En 2022, pas tout de suite, c'est dit, on a 8 semaines devant nous. D'autres questions? Moi, je trouve ça passionnant pour conclure. Voilà. Je me rends compte que l'hépatite E, en fait, on l'avait tous depuis très longtemps et que ça circulait en Europe, alors qu'on nous avait dit qu'au départ, qu'il n'y en avait qu'en Afrique. Tu ne nous as pas dit, on nous apprenait les risques sur les formes fulminantes chez les femmes enceintes. Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore ou qui est resté en Afrique aussi? Alors ça, en effet, c'est intéressant parce que c'est lié essentiellement au génotype 1 qu'on n'a pas en France. Il n'y a aucun cas décrit d'hépatite fulminante en France chez les femmes enceintes. Il y a eu des cas décrits d'hépatite E chez les femmes enceintes, mais non fulminantes. Et en fait, je pense que, bon, d'abord, sur le plan épidémiologique, vous voyez qu'en France, c'est plutôt l'homme de plus de 50 ans, donc on est un peu loin de la femme enceinte. Mais il est tout à fait possible que le génotype joue un rôle et que nous, donc, on n'est pas le génotype qui donne les hépatites fulminantes. Et la troisième chose, c'est qu'il y a probablement également un facteur soit génétique, soit local chez des femmes qui habitent. Donc, il y a eu beaucoup de cas décrits aussi en Inde. Il y a Afrique et Inde, et donc peut-être aussi chez des patients qui sont peut-être moins en forme, un peu mal nourris ou dénutris. Donc peut-être quelque chose de multifactoriel, le génotype, la génétique, et puis des facteurs environnementaux. Donc pas de problème de ce côté-là en France. Merci beaucoup.